Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce deuxième Business Booster Forum, co-organisé par la CCIFI de Paris et nos CCI LATAM, à savoir l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay et moi-même depuis le Chili. Je me présente. Je suis la responsable de la Chambre de commerce française au Chili. Et nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter un sujet fort d'actualité, à savoir la transition énergétique en Amérique latine et quelles sont les opportunités d'affaires pour vous, entreprises françaises à l'export. La transition énergétique, comme vous le savez, est un sujet qui intéresse bien entendu le monde entier et en particulier notre continent, l'Amérique latine, qui est particulièrement ciblé par nos pouvoirs publics comme étant un fer de lance de la réactivation économique. Les gouvernements en local, ici en LATAM, ont conscience de ces enjeux dans le cadre de notre reprise économique et travaillent de concert pour mettre en place un cadre juridique et économique qui soit le plus approprié pour le développement de vos affaires ici en Amérique latine. Nous pensons donc, avec les chambres de commerce d'Amérique latine, que c'est un secteur en forte croissance, des marchés très prometteurs sur lesquels nous vous invitons à venir vous développer. Et bien entendu, nos chambres de commerce seront à votre disposition pour vous aider dans cette stratégie d'implantation à l'export. Je présente brièvement nos 4 intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Slim Dali. Il est économiste spécialiste de l'Amérique latine à l'AFD à Paris. Nous avons également Monsieur Robin Hervé. Robin Hervé est le représentant du CEA Liten ici au Chili et notre président du club de développement durable de la Chambre de commerce, ici chilienne. Nous avons également Monsieur Rodolphe Demaine, qui est le directeur général de Green Yellow Colombie. Et enfin, Monsieur Martin Laguna, qui est le directeur général d'Air Liquide Chili. Bienvenue à nos intervenants. Je vais bien entendu vous laisser la parole dans quelques instants. J'introduis juste notre deuxième modératrice en la personne de Bénédicte Onillon, qui est donc la directrice générale adjointe de la Chambre de Colombie. Merci à vous tous pour cette instance que vous nous donnez. Merci à la CCIFI à Paris. Je te laisse la parole, Bénédicte. Merci Marie-Aude. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour un petit rappel, durant notre petite heure d'échange, vous avez la possibilité de poser vos questions au niveau du module qui s'appelle KA. Moi, je serai très attentive aux différentes questions. On vous propose d'échanger ensemble d'ici 45 minutes, donc à la fin des différentes interventions. Au cours de cette heure, nous avons voulu un échange assez dynamique. Il n'y aura pas de présentation, simplement des questions avec le point de vue et le retour d'expérience de chacun de nos intervenants. Donc, nous allons commencer par la première question, bien entendu, qui s'adresse à tous. Quelle est votre perception, quelle est votre vision du marché énergétique aujourd'hui en Amérique latine? Je propose de commencer par Laure, donc Slim. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie, Bénédicte. Bonjour à tous. Donc, je vais rapidement vous présenter une lecture macro-régionale du mix énergétique en Amérique latine, des enjeux du changement climatique et de la nécessaire transition énergétique pour y répondre. Donc, comme nous le savons et comme vous le savez, les mix énergétiques des pays de la région Amérique latine sont relativement favorables par rapport à la moyenne mondiale, parce qu'en pourcentage de la consommation d'énergie finale, le bouquet énergétique est composé à 25% par des énergies renouvelables à l'heure actuelle, en particulier grâce à des ressources hydriques abondantes et du fait aussi de la biomasse, contre 13% en moyenne mondiale. Et cette part du renouvelable est encore plus marquée si on considère le mix électrique, à savoir la décomposition des sources d'énergie pour la génération d'électricité. Et cette part, en fait, elle représente 50%
composés par les énergies renouvelables. Donc, si on examine les caractéristiques, je dirais, macro-énergétiques des différents pays d'Amérique latine, on peut, je dirais, grossièrement caractériser 4 typologies de pays dans la région. Une première catégorie pourrait être composée essentiellement par le Mexique, qui est un pays qui est fortement doté en actifs pétroliers et gaziers, et dont la production d'électricité est dépendante à 80% donc des énergies fossiles, essentiellement du gaz naturel, alors que la part du renouvelable est plutôt marginale. Un deuxième groupe de pays pourrait être composé donc du Brésil, de la Colombie, l'Équateur, Venezuela, voire du Pérou, qui, bien que bénéficiant donc de dotations énergétiques fossiles assez importantes, présentent des mix électriques favorables avec une part de renouvelables dans la production d'électricité qui est comprise entre 60 et 80%. Troisième groupe de pays, les pays qui bénéficient de dotations énergétiques carbonées, mais dont les capacités en hydro sont plutôt faibles, si bien que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique est assez moyenne, à l'instar de la Bolivie ou l'Argentine, avec 30% de renouvelables dans le mix électrique, voire le Chili avec moins de 50%. Enfin, dernière catégorie de pays, les pays qui ne bénéficient pas ou peu d'actifs énergétiques fossiles et qui ont développé au cours des ans des capacités en renouvelables assez importantes pour la génération d'électricité. On peut citer par exemple le Costa Rica et l'Uruguay avec 90% du mix qui dépend du renouvelable. Donc, le corollaire de ce mix énergétique en moyenne favorable en Amérique latine est, je dirais, la part relativement faible des émissions de gaz à effet de serre associées à ce secteur, parce que ces émissions comptent pour 46% en Amérique latine contre plus de 70% dans le reste du monde. Alors, si on examine les émissions du secteur énergétique par différents secteurs, eh bien, on se rend compte qu'elles sont très concentrées dans le secteur des transports, qui connaît en fait une croissance forte en termes de demande associée. Et c'est un secteur dont le contenu en pétrole, je dirais, est quand même assez fort. Et si on examine encore plus en détail, on se rend compte que c'est essentiellement le transport urbain qui est concerné par cette dynamique haussière de la demande d'énergie dans un contexte où, on le sait, la région Amérique latine figure parmi les plus urbanisées au monde avec un taux d'urbanisation à plus de 80%. Alors, on l'a vu, la région Amérique latine émet peu de gaz à effet de serre, mais c'est quand même une région qui, à l'instar de bien d'autres dans le monde, est quand même exposée aux effets du changement climatique. Et ce que nous dit le GIEC, selon ses projections, c'est que le continent devrait connaître en fait des variations de sa pluviométrie et des situations de stress hydrique plus ou moins forts selon les différentes régions du continent qui peuvent potentiellement altérer les ressources hydriques de plusieurs pays et altérer aussi les capacités hydro associées à ces mix-là. Parallèlement à cela, l'Agence internationale de l'énergie, dans son World Energy Outlook, nous dit que projette un doublement de la demande d'énergie dans la plupart des pays de la région Amérique latine. Et donc, on se rend compte, au fond, que la région est confrontée à un double défi, parce que d'une part, la région, l'enjeu est de pouvoir substituer d'autres ressources énergétiques au pétrole pour le transport essentiellement, en favorisant la mobilité électrique, et de pouvoir, dans le même temps, à minima, préserver la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, celle qui est exposée au changement climatique, et même, je dirais, de l'augmenter dans plusieurs cas, en favorisant la part du solaire et de l'éolien qui présentent un potentiel très fort en Amérique latine et qui sont très compétitives. Et c'est précisément, je dirais, tout l'enjeu de la transition énergétique, d'autant que cet enjeu est compatible avec les dimensions sociales des enjeux de développement, compte tenu aussi du potentiel de création d'emplois associés. Je vous remercie. Merci Slim. Je laisse la parole maintenant à Rodolphe. Depuis voilà, son expérience de Green Yellow. Merci Rodolphe. Merci Bénédicte. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour répondre à la question sur la perception et la vision du marché énergétique en Amérique latine, donc, et par rapport à notre propre expérience au sein de Green Yellow,
Je pense qu'effectivement, la matrice énergétique, comme on disait très bien Slim, en fait, est favorable en fait, de manière générale en, fait, en Amérique latine, mais elle doit faire face quand même à de nombreux défis, notamment la question en fait, de l'augmentation de la consommation. Je pense que sur la population sud-américaine, et avec la croissance de la population en fait, qui existe, plus l'augmentation bien sûr du niveau de revenu en fait, général en fait, que l'on a en Amérique latine, il y a un défi en fait, phénoménal. Je donne simplement un exemple, mais je pense qu'il est assez illustratif. Un data center donc, de 1000 mètres carrés dans le monde a besoin d'énergie équivalente à une agglomération de 10 000 habitants. Ça donne une idée de ce que ça peut représenter en, fait, en termes d'impact en fait, dans les prochaines années si tout le monde demain en fait, a 2 ou 3 portables en fait, dans l'année, un ordinateur, et sans compter en fait, bien sûr l'augmentation en fait, de l'industrie ou des transports qui peuvent être liés en fait, à ça. Donc on a un défi en fait, gigantesque puisque en fait, avec des ressources, notamment hydriques, comme on disait, en fait, qui sont effectivement relativement importantes, ou du pétrole ou du gaz, en fait, en Amérique latine. C'est comme un continent qui est extrêmement riche. On voit bien que les limites, notamment en fait, donc des réserves pétrolières, notamment en fait, maintenant les difficultés aussi en fait, à ouvrir en fait, des nouveaux en fait, puits de pétrole. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant donc, le taux en fait, de réussite donc, de détection de pétrole dans les puits pétroliers en Amérique latine est passé, au niveau mondial, est passé en fait, de 50 à 10% en fait, sur les 10 dernières années. C'est une réduction en fait, énorme. Les réserves de gaz sont plutôt liées en fait, à du fracking. Donc, tout cela en fait, incite, bien sûr, à un gros développement en fait, donc, des énergies renouvelables. Et l'Amérique latine, de ce côté-là, en fait, a un gros potentiel, très clairement, puisque on a un niveau de radiation, donc, en général, en fait, qui est extrêmement bon, des zones en fait, qui sont plutôt en fait, disponibles et peu chères en fait, pour installer ou du solaire ou de l'éolien en fait, aussi, voire des solutions hydriques, mais qui sont plutôt de PCH, donc des solutions un peu plus petites, donc, qui permettent localement aussi d'éviter en fait, de ramener des grandes infrastructures. Donc, on est très confiant, nous, au niveau de Green Yellow, sur le potentiel vraiment en fait, à les capter en Amérique latine. Surtout qu'il y a vraiment en fait, donc, énormément de secteurs aussi en fait, sur lesquels on peut intervenir. Au-delà en fait, donc, du solaire et de l'éolien, il y a aussi en efficacité énergétique. Le 6 mars, c'était la journée d'efficacité énergétique. Et pour nous, en Amérique latine aussi, vu l'obsolescence des industries en fait, et des grands consommateurs, on pense que là aussi, en fait, il y a énormément à faire en termes d'investissement pour améliorer technologiquement aussi les solutions et permettre de réduire la consommation ou la substituer aussi rapidement. Donc, si on rajoute à ça des politiques globalement en fait, favorables, bon, à l'exception en fait, du Mexique à l'heure actuelle, bon, l'Argentine et le Venezuela, mais plutôt pour des questions en fait, économiques, on voit en fait, quand même qu'il y a effectivement en fait, un bon terreau pour pouvoir développer en fait, et faciliter effectivement donc, la transition énergétique à l'intérieur effectivement de tout le continent. Merci Rodolphe pour cette synthèse. Je laisse maintenant la parole à Robin avec sa double casquette, donc président du club Ville Durable et aussi représentant Sierra Leone pour le Chili. Merci Bénédicte et merci à la CCIFI et à nos deux modératrices. Bonjour à tous. Alors pour répondre, pour peut-être compléter un peu ce qui a été dit, je dirais que l'Amérique latine a trois grands atouts pour faire sa transition énergétique. Le premier, c'est qu'effectivement, ça a été dit, elle regorge de ressources renouvelables. Donc, on a beaucoup parlé de la biomasse et des ressources hydriques, et aussi, bien sûr, les ressources solaires et éoliennes qui, aujourd'hui, sont les plus compétitives pour faire de l'énergie décarbonée. On pourrait aussi citer des énergies un petit peu plus d'avenir, disons, moins compétitives aujourd'hui, mais qui peuvent être importantes, la géothermie et l'énergie marine. Donc, c'est un continent qui vraiment regorge de toutes ces ressources du futur. Et un deuxième atout important, c'est qu'il y a de la place en Amérique latine. Et pour développer des projets renouvelables, notamment solaires et éoliens, il faut de l'espace, il faut des terres, comme disait Rodolphe, des terres entre guillemets pas chères. Et ça, malheureusement, dans des continents comme l'Europe, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un autre avantage de l'Amérique latine. Il y a de l'espace pour développer tous ces projets. Et un troisième atout important, c'est que l'Amérique latine regorge de minerais stratégiques pour la transition énergétique.
Donc, je dirais les plus connus sont le lithium et le cuivre, hein, donc le lithium pour les batteries lithium et le cuivre pour la transition électrique, hein, pour donner un ordre de grandeur. Une voiture électrique aura 3 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique. Et puis, il y a aussi d'autres terres rares qui sont exploitées en Amérique latine. Ce qui est intéressant, c'est que l'exploitation de ces minerais stratégiques génère un cercle vertueux, puisque l'industrie minière en Amérique latine, elle doit aussi se décarboner. Et donc, elle a besoin d'énergie renouvelable et elle donne une impulsion en local à cette transition énergétique. Donc, pour faire sa transition énergétique, l'Amérique latine, elle aura un besoin massif de produits et de services. Donc, par exemple, hein, la plupart des projets solaires et éoliens aujourd'hui sont faits avec des technologies importées, hein, depuis l'Asie, depuis l'Europe. Donc ça, c'est une opportunité pour les entreprises françaises. Par contre, l'idée pour les autorités latino-américaines, c'est de ne pas tout importer, c'est de conserver des compétences, monter en compétences en local et de faire sa transition énergétique en essayant d'enrayer un petit peu les mécanismes qui régissent ce continent, ce sous-continent historiquement, hein, qui est un continent quand même qui exporte beaucoup de matières premières et importe beaucoup de produits à plus haute valeur ajoutée. Donc là, l'idée, c'est aussi, comme disait Slim, de créer des emplois verts à qualifier. Et donc, je suggérerais aux entreprises françaises qui veulent arriver sur ce marché de la transition énergétique en Amérique latine d'arriver dans cette logique plutôt de partenariat avec les entités locales, publiques et privées, puisque ça, c'est vraiment un point important pour les autorités latino-américaines. Donc vous, entreprises françaises, vous allez pouvoir tester vos technologies, vos services sur un nouveau marché, parfois avec des conditions très spécifiques, notamment environnementales. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il faut essayer de travailler avec les partenaires locaux pour qu'ils puissent, eux, monter en compétences, non seulement être capables d'intégrer les technologies, mais éventuellement fabriquer des technologies. Donc, par exemple, au Brésil, il y a quelques fabriques de panneaux solaires. Donc, ça reste marginal, mais c'est quand même important. Et donc, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Et ce qui peut être aussi intéressant pour les entreprises françaises, c'est d'exporter des composants qui vont être ensuite assemblés sur place. Donc ça a tout un tas de bénéfices. Tout le monde y gagne. On réduit les coûts. On réduit aussi les coûts d'imposition sur l'exportation, etc. Et peut-être un dernier point sur l'enjeu sur les déchets, puisque l'Amérique latine, donc, qui devrait normalement consommer massivement des produits, notamment, donc, j'ai parlé hein, des produits éoliennes, panneaux solaires et tout ce qui va avec ces plantas. Donc, il y a un enjeu sur les déchets, puisqu'on va consommer massivement des panneaux solaires, des éoliennes, mais aussi des batteries, des électrolyseurs, etc., qui ont une durée de vie et qui aujourd'hui partent à la casse concrètement, hein, puisqu'ils sont considérés comme des commodities la plupart du temps. Donc, une fois qu'ils ne produisent plus, on les jette. Et aujourd'hui, il y a un besoin du côté des autorités latino-américaines et même au niveau mondial, hein, de réguler tous les aspects d'économie circulaire autour de la transition énergétique. Et donc là, il y a aussi c'est une thématique sur laquelle travaillent beaucoup les autorités latino-américaines et les entreprises aussi, hein, parce qu'il y a un marché important. Donc ça, à mon avis, c'est aussi une opportunité. L'aspect économie circulaire autour de la transition énergétique, des opportunités de marché pour les entreprises françaises. Merci Robin pour cette approche complémentaire. Et je laisse enfin la parole à Martine, CEO d'Air Liquide Chili. Merci Bénédicte. Bonjour à tous. Bon, notre vision est aussi très encourageante. Quand on voit les potentiels, les avantages bien décrits par Robin et mes collègues, ça nous donne une grande dose d'optimisme. De plus, il faut bien savoir que dans les cas de Chili et même l'Uruguay, les gouvernements ils sont très impliqués, très engagés en matière réglementaire et même financière. Donc, ils ont créé des conditions qui sont favorables
pour les investissements de décarbonisation en matière énergétique. Donc, en Uruguay, nous avons mis en place un petit projet de décarbonisation qui comprend des bénéfices annuels sur la baisse des impôts qui n'est pas du tout négligeable, juste pour citer un exemple récent. Donc, à nous de mettre en place notre savoir-faire, la technologie, bien détecter les opportunités, qu'il y en a beaucoup, pour un marché qui va se développer largement de façon, on trouve, exponentielle. Et l'hydrogène joue un rôle crucial dans la transition énergétique. Il est au cœur des projets d'avenir et il ouvre vraiment des nouvelles perspectives dans la région. Donc, c'est un gros défi, devenir compétitif, mais on a les conditions et notre regard est très positif par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Je prends donc la parole pour le… Merci Martine, merci Rodolphe, Robin, Slim pour cette première question. Nous passons donc à la deuxième question, qui est une question non mineure, puisqu'elle aborde toutes les problématiques de financement. Quelles sont donc les principales sources de financement de projets dans le cadre de notre transition énergétique en Amérique latine? C'est un point crucial pour d'éventuels investisseurs. Merci d'y répondre. Je laisse la parole pour commencer à Slim, qui va nous donner sa première réponse. Merci, merci Marie-Aude. Rapidement, avant de présenter nos instruments financiers à l'Agence française de développement, un mot rapide pour rappeler notre mandat au sein de la région Amérique latine, qui consiste à la promotion de la transition écologique et de la justice sociale dans les trajectoires de développement des pays de la région. Donc, en lien avec cette stratégie, cette déclinaison opérationnelle, eh bien, on dispose de trois catégories donc de prêts au bénéfice des entités souveraines, États, collectivités locales, et non souveraines, entreprises publiques ou banques publiques. La première catégorie de prêts, ce sont des prêts d'aide budgétaire ou des prêts de politique publique orientés spécifiquement vers une politique publique favorable à la transition écologique ou à la transition énergétique, octroyés au niveau du gouvernement central ou d'une collectivité avec ou sans d'ailleurs garantie souveraine. Je peux citer deux exemples de prêts de ce type-là. Un prêt de politique publique octroyé en 2019 au Costa Rica de 150 millions d'euros pour la mise en place du plan national de décarbonation avec une focale sur le secteur des transports et de l'énergie. Un prêt de politique publique octroyé par exemple à l'État bolivien de 90 millions d'euros pour le soutien de sa transition énergétique. Une deuxième catégorie de prêts, donc ce sont les prêts projets et les prêts sectoriels, qui sont des lignes de prêts avec ou sans garantie souveraine qui sont octroyées au gouvernement, aux collectivités locales et ou aux entreprises publiques dans plusieurs secteurs comme celui de l'efficacité énergétique. Et à titre d'exemple, un très beau projet d'énergie solaire en Bolivie de 60 millions d'euros qui a été octroyé à l'entreprise publique ND, l'EDF local, pour la construction d'une belle centrale photovoltaïque à Oruro. Enfin, une troisième catégorie de prêts, des lignes de crédit vertes aux banques publiques, par exemple en faveur du climat, des énergies renouvelables ou de l'efficacité énergétique. Par exemple, on a octroyé la BRDE, donc la Banque de développement régional des 3 États de la région du Sud au Brésil, un prêt de 70 millions d'euros pour justement une incitation à financer des projets d'énergie renouvelable. Alors, je complète ce tour d'horizon par la présentation rapide des instruments d'influence économique française. Chaque instrument présenté, donc les 3 catégories de prêts que je viens de présenter, peut être accompagné d'une coopération technique financée par de la subvention octroyée par l'État français et qui permet de valoriser les savoir-faire nationaux français en les positionnant auprès de nos partenaires. On a 2 outils principaux pour cela, des programmes, des outils FEXT qui est un outil qui permet justement donc, de financer ces programmes d'assistance technique en valorisant l'expertise française à l'international
et un outil FAPS, la facilité d'appui et de préparation et de suivi de projet. Et ces deux outils ont représenté en moyenne entre 2018 et 2020 plus de 40 millions d'euros. L'AFD aussi, il faut le rappeler, est impliquée pour la participation des entreprises françaises aux appels d'offres internationaux. Et en Amérique latine, la part des projets dits vivants du portefeuille donc de l'AFD impliquant un acteur économique français est de 65%, ce qui est un bon ratio. Et je pourrais citer l'exemple de Schneider Electric, qui a été bénéficiaire d'un marché de 20 millions de dollars suite à un appel d'offres dans le cadre d'un prêt sur l'efficacité énergétique octroyé à l'État équatorien il y a quelques années. Un mot rapide sur les FASEP, le Fonds d'études et d'aide au secteur privé, donc qui relève de la Direction générale du Trésor et non de l'AFD. Le FASEP finance des prestations de services par des bureaux d'études ou des entreprises établies donc en France au bénéfice d'entités publiques étrangères dans les pays en développement et dont l'Amérique latine. Et donc, l'idée de cet outil est de favoriser une première expérience, une première projection à l'international des entreprises françaises, et notamment au sein de la région Amérique latine. Un dernier mot concernant donc notre filiale, Proparco, donc notre filiale de l'AFD dédiée au financement du secteur privé. Proparco peut soutenir donc, la création d'une filiale à l'étranger d'un groupe français, peut soutenir aussi un investissement de la part d'une filiale et aussi appuyer un projet d'infrastructure privée dans lequel intervient une entreprise française. Et sur ces 2 dernières années, près de 30% des financements accordés par Proparco ont bénéficié à une entreprise française. Et Proparco intervient dans plusieurs secteurs, comme celui de l'énergie qui concentre plus de 30% des financements en Amérique latine. Alors, 2 exemples pour finir concernant Proparco. Un exemple qui illustre bien donc l'accompagnement d'Engie au Mexique. Donc, c'était un prêt de 60 millions de dollars accordé en 2019 pour le développement de 2 parcs éoliens et de 4 centrales solaires photovoltaïques. Et une deuxième illustration, donc c'est l'accompagnement de Neoen, le champion français d'énergie solaire et éolienne, pour la construction d'une centrale solaire au Salvador. Et puis peut-être un dernier point pour parler du fonds STOA, qui est le véhicule commun entre l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations, et qui permet d'investir en fonds propres aux côtés prioritairement donc, des entreprises françaises dans des infrastructures des pays en développement, notamment en Amérique latine, et notamment dans le secteur des transports et de l'énergie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Slim, c'est très clair. On va donc laisser la parole maintenant à Robin. Merci, Marie-Aude. Alors, moi, je vais plutôt faire un focus sur puisque c'est un peu notre métier au CEA, un focus sur les financements plutôt pour la R&D, l'innovation et aussi un peu la formation. Donc, ça s'adresse plutôt aux entreprises françaises qui fournissent des produits ou des services innovants et qui sont intéressés de tester ces produits, ces services dans un marché, un environnement spécifique. Donc, je vais faire un focus plutôt sur le Chili. Donc, comme je disais, le Chili et l'Amérique latine doivent monter en compétences pour réussir cette transition énergétique. Ça, c'est très, très bien identifié au Chili et je pense aussi dans les autres pays d'Amérique latine. Le continent doit non seulement intégrer des technologies importées, mais aussi travailler sur les technologies elles-mêmes. Et donc, au Chili, ces dernières années et dans les années à venir, il y a eu des annonces sur des dépenses vraiment sans précédent en R&D et en formation pour créer des emplois verts autour de la transition énergétique. Au Chili, l'agence qui s'occupe de financer la R&D et l'innovation, c'est la Corfo. Donc, c'est l'équivalent de la BPI France. Donc, je vais lister un peu quatre programmes de la Corfo, du plus petit au plus grand. Donc, chaque programme est adapté à une taille d'entreprise et un marché spécifique.
Mais sachant que tous ces programmes peuvent être utiles pour les entreprises françaises qui souhaitent exporter au Chili. Donc, le premier programme s'appelle Startup Chile. Il a connu un certain succès, hein. Ce programme a même une renommée mondiale maintenant. Le Chili est toujours très bien classé parmi les pays les plus propices à l'entrepreneuriat. Donc, notamment, un des objectifs de ce programme, c'est d'attirer des entrepreneurs étrangers, hein, donc, notamment en français. Et donc, ce programme Startup Chile propose des subventions de quelques dizaines de cas euros pour, en gros, convertir une idée en produit minimum viable. Et donc, souvent, ça s'accompagne d'une incubation, ce qui peut être assez intéressant pour faciliter le contact, notamment avec des investisseurs locaux. Un autre programme un peu plus gros, c'est le programme Prototypo, donc prototype, quelques centaines de cas euros, des subventions aussi, hein, toujours, pour commercialiser ou améliorer un produit existant ou l'adapter à un marché spécifique. Il y a aussi un autre programme un peu de la même taille qui s'appelle Bienes Publicos, bien public, qui peut être intéressant pour les entreprises françaises qui ont des clients publics, donc, ou qui commercialisent des solutions qui sont considérées comme des biens publics. Donc, le client final, ça peut être le gouvernement, une collectivité, éventuellement même une association d'entreprises, une association grémiale, dans le cas où la solution permet d'améliorer la compétitivité de tout un secteur économique. Et puis, donc, le quatrième guichet, ce sont les programas tecnológicos, donc programmes technologiques. Donc là, qui offrent des subventions de quelques millions d'euros, voire quelques dizaines de millions d'euros, pour accélérer le développement de technologies innovantes. Voilà, donc ça peut être intéressant, comme je vous le disais, dans l'optique d'un partenariat avec des partenaires locaux pour licencier une technologie ou éventuellement assembler des composants sur place dans ce contexte de transition énergétique où, comme on le disait, il va y avoir une croissance exponentielle des projets et donc de la consommation technologique. Je citerai juste sur les grands programmes de Corfo vraiment spécifiques sur la transition énergétique. Atamostech, donc, qui est un espèce d'institut technologique pour le désert, donc pour le photovoltaïque dans les conditions désertiques, de l'ordre de 12 millions de dollars sur 5 ans pour monter cet institut. Donc, le CEVA-LITEN a participé activement à ce projet. Et un projet aussi très emblématique, c'est l'ITL, donc Institut des technologies propres, qui va travailler, pareil, sur la thématique désert mining, puisque dans le désert d'Atacama au Chili, il y a une forte présence des miniers, notamment du cuivre et du lithium. Donc avec les thématiques énergie solaire, hydrogène, green mining, et aussi lithium et batterie lithium. Donc, cet institut chilien des technologies propres aura 250 millions de dollars sur 10 ans pour se créer et se consolider. Je voulais juste, avant de terminer, mentionner aussi sur les formations. Il y a aussi des réductions fiscales intéressantes pour former les employés en entreprise et notamment la CCI franco-chilienne opère un OTEC, donc c'est des organismes qui sont accrédités par l'État pour coordonner ces formations. Donc, je vous invite, si c'est des choses qui vous intéressent, à contacter Marie-Aude sur l'aspect plutôt formation. Et merci Robin, merci Slim en tout cas pour nous avoir donné quelques pistes en fait sur les financements des projets. N'hésitez pas effectivement à nous recontacter. Ça a été des exemples pour Slim au niveau de l'Amérique latine, pour Robin sur le Chili. Mais on a aussi également sur nos différents pays aussi une structure de financement propre à chacun. Je vais laisser maintenant la parole à Rodolphe. Rodolphe va nous faire un retour d'expérience sur le succès, pour le dire, c'est un succès, de développement en tout cas des activités de GreenYellow en Colombie, le montage des projets et surtout la rentabilité des projets qui est aussi une source de préoccupation pour vous, entreprises françaises, quand vous venez sur des marchés nouveaux. Voilà, merci Rodolphe. Très bien, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci pour l'espace, effectivement, pour présenter un peu GreenYellow et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et aussi ce qu'on est en train de faire sur la Colombie et le Panama.
Peut-être un petit résumé simplement, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas en fait GreenYellow. Donc GreenYellow est initialement en fait la filière énergétique du groupe Casino. Donc c'est un peu une entreprise assez atypique finalement dans l'énergie, puisque à la différence d'autres groupes, c'est une entreprise qui surgit finalement en fait d'un acteur de retail, de grande distribution, pour essayer de réduire sa consommation énergétique, autant dans ses magasins que ses centres commerciaux, que ses centres logistiques ou de fabrication. Et petit à petit, en fait, après avoir justement être intervenu en fait sur de l'efficacité énergétique pour réduire sa consommation, ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait un potentiel intéressant en autoconsommation solaire, notamment sur les toits en fait de ces mêmes édifices ou sur les parkings qu'ils avaient. Et petit à petit, c'est devenu une entreprise finalement indépendante qui a commencé à développer aussi des fermes solaires en France. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est allié. Donc, on a une entreprise commune avec Engie au sein de Reservoir Sun. Donc, on est finalement en fait l'allié de Engie en fait pour tout ce qui est développement en fait en autoconsommation solaire en France. Et on est présent maintenant sur 17 pays en fait au niveau mondial. Donc, on a ouvert 2 nouveaux pays donc l'an dernier malgré la crise. Donc, c'est vrai que c'est une entreprise donc qui est maintenant en fait assez significative. Et qui a eu en fait un changement très important à partir de 2018, puisqu'en 2018, le BPI donc, a pris une participation à l'intérieur de GreenYellow, donc le fonds donc souverain français, plus aussi un autre fonds qui s'appelle Tikehau, donc, qui est un des plus grands fonds maintenant en Europe sur ce qui est énergie renouvelable. Et ça, c'est un peu en fait aussi, je vais commencer là-dessus en fait en disant que c'est intéressant puisque GreenYellow a une particularité. Nous fonctionnons en fonds propres. Donc, on finance jusqu'à maintenant en fait, tout notre développement seulement sur des ressources qui viennent effectivement de nos actionnaires. Donc, on n'a pas de financement en fait, externe, même si nous sommes en train de regarder en fait, maintenant, avec la taille que l'on a et pour l'idée en fait, de croître, hein, donc la possibilité d'avoir des leviers de financement qui pourraient être effectivement comme Proparco, comme on en parlait en fait, auparavant, c'est un bon exemple, mais qui peuvent être aussi en fait, d'autres fonds institutionnels qui ont la capacité de financer peut-être en fait à plus long terme et permettre en fait des leviers de financement en fait pour nous, sachant que notre idée est quand même de financer en fait initialement le projet et après de substituer finalement notre financement par des financements en fait tiers. Je le dis simplement parce que je pense que c'est très important qu'on ait cette réflexion en fait entre l'interaction entre le semi-public, le public, le privé, pour essayer en fait justement de capter le plus facile en fait nos projets. Le fait que nous financions en fait directement nous donne un avantage compétitif très important, notamment sur par exemple sur des appels d'offres hein, donc, qui peuvent avoir lieu, dans lesquels en général en Amérique latine, les appels d'offres sont plutôt courts en termes de temps donc pour répondre. Et quand les modalités en fait, de financement sont un peu longs, on a toujours en fait, tendance à avoir en fait, un peu de détriment donc, pour pouvoir effectivement en fait, gagner certains appels d'offres. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que malheureusement, c'est souvent en fait, le cas en fait, aussi. Donc, de ce côté-là, moi, je préconise vraiment en fait, une grande coordination en fait, entre les différentes instances, entre le public, le privé, entre les CCI, en fait, entre bien sûr aussi tous les services en fait, liés en fait, à l'ambassade, hein, donc le secteur privé, pour voir en fait, de quelle manière en fait, on peut vraiment avoir en fait, une action coordonnée en, fait, en ce sens. Alors, comment ça s'est traduit, nous, en Colombie ? Ça s'est traduit finalement par une autorisation donc, de 150 millions de dollars en fait, d'investissement donc, seulement pour la Colombie à horizon en fait, 2023. Donc pour une entreprise comme la nôtre, effectivement, c'est quelque chose d'assez conséquent. On a 50 millions de dollars aussi en fait, à investir sur le Panama. Donc, et basiquement, donc, on l'investit en fait, de 2 manières, donc, sur donc, efficacité énergétique et aussi en fait, donc, solutions solaires. Donc, sous un modèle ESCO. Donc, notre idée, en fait, est de financer en fait, les projets directement et nous rembourser finalement sur les économies en fait, que l'on peut obtenir pour le client. Donc, la modalité est intéressante parce que le client donc, n'a rien à mettre en, fait, en termes d'investissement. On prend tous les risques. On fait un contrat en général entre 8 et 15 ans, donc selon le type effectivement d'activité. Et ça permet en fait comme ça en fait, d'être effectivement très compétitif sur le marché, surtout dans le contexte actuel en fait, de post-Covid. Donc, au niveau de rentabilité qu'on peut avoir, on est en général sur
du 12% en fait, de revenus sur investissement en efficacité énergétique et à peu près en fait, du 11% à l'heure actuelle en fait, sur du solaire, sur l'Amérique latine, ce qui reste en fait, des bons niveaux en fait, de rentabilité en fait, de manière générale, et encore plus si on arrive effectivement en fait, à avoir des leviers de financement. Donc, je ne sais pas si je voulais que je vous donne aussi quelques exemples très concrets en fait, de ce que l'on a pu faire. On a notamment un projet donc de changement massif de froid, notamment sur des supermarchés, c'est les chaînes de supermarchés donc en Colombie, qui est très intéressant puisqu'on est en train de changer technologiquement en fait, des solutions qui sont de gaz contaminants, donc en R22, sur des solutions en fait, qui sont à base de CO2, donc, par exemple. Et par exemple, ce projet, à lui seul, est un projet en fait, de 40 millions de dollars donc, pour une seule chaîne de supermarchés en, fait, en Colombie. Donc, ça donne une idée de ce qu'on peut faire. Mais on fait aussi, par exemple, des projets en fait, qui sont des parcs solaires qui alimentent en énergie des changements en fait, d'air conditionné sur différents sites que l'on change aussi nous-mêmes et qu'on finance en fait, directement. Donc, on essaye d'avoir une proposition totalement complète pour le client. Et on pense qu'effectivement, c'est aussi une solution très intéressante pour favoriser vraiment la transition énergétique en fait, sur le continent. Bravo, Voilà. merci beaucoup Rodolphe. Effectivement, nous t'invitons également à donc venir t'installer au Chili pour financer tous les beaux projets de transition énergétique français. Avec plaisir. Et on reste en contact alors. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas sur le continent Amérique latine. Nous passons à un sujet maintenant fort d'actualité également dans le cadre de cette transition énergétique, qui est l'hydrogène. Effectivement, l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène vert, est particulièrement porteur d'avenir, notamment sur ce continent, Amérique latine. Et pour cela, nous avons convié donc 2 intervenants. Le premier, Robin, qui va nous présenter plus le contexte marché de l'hydrogène. Et dans un second temps, Martine, qui lui abordera plus la problématique business, industrielle et business model. Voilà, je vous cède la parole. En premier, Robin. Merci beaucoup. Merci Marie-Aude. Alors, l'hydrogène renouvelable, bon, d'abord, pourquoi, quand on parle de transition énergétique, on est obligé de parler d'hydrogène renouvelable? C'est parce que toute notre logistique mondiale de l'énergie est basée sur les molécules et non pas sur l'électricité. Et donc, on a besoin de l'électricité, ça doit être 10 à 15% de la consommation finale d'énergie. Le reste, c'est du carbone et de l'hydrogène, c'est-à-dire des combustibles fossiles. Donc, on a besoin de molécules pour faire cette transition énergétique. Et une solution compétitive qui a été trouvée et qui aujourd'hui arrive en force, c'est de produire de l'électricité renouvelable et de brancher cette électricité sur des électrolyseurs qui vont transformer l'électricité en hydrogène, en utilisant de l'eau, en fait. Vous l'avez tous fait au collège probablement, hein. On prend un verre d'eau, on met deux électrodes avec un courant électrique et on a donc d'un côté de l'hydrogène et de l'autre de l'oxygène qui sortent. Donc ça a été très bien identifié, hein, par l'Europe, par l'Asie, par les grands marchés qui ne peuvent pas produire leur hydrogène renouvelable en propre. Par exemple, l'Allemagne qui est sortie du nucléaire ou le Japon. Donc, c'est deux pays que je cite qui ont annoncé clairement qu'ils allaient devoir importer massivement de l'hydrogène. Et dans ce contexte-là, l'Amérique latine est un continent qui regorge de ressources, comme on l'a dit, et qui peut exporter ces ressources sous forme d'hydrogène vert. Donc, quand je parle d'hydrogène, en fait, il faut entendre l'hydrogène et ses dérivés. Parce que l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une molécule versatile. On peut en faire ce qu'on veut. On peut faire avec de l'hydrogène, de l'ammoniac, du méthane, du méthanol, etc. Donc ça, je laisserai Martine développer un peu plus ceci. Mais en tout cas, voilà, il faut bien se dire que l'Amérique latine veut, et notamment, donc moi, je vais faire plutôt un focus sur le contexte chilien. Le gouvernement chilien a une volonté politique très forte de devenir un champion de l'hydrogène vert et d'exporter massivement son soleil et son vent sous forme d'hydrogène. Donc, sur le contexte chilien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une géographie vraiment qui est unique au monde. Donc le Chili, c'est un petit serpentin, hein,
du nord au sud, plus de 4000 km de long, qui s'étale du nord au sud, mais une bande vraiment très fine, hein, si vous regardez sur la carte. Et donc, au nord, on a quasiment en fait tous les climats. Donc, sur tout le territoire, on a des vents et du soleil, mais principalement dans les extrêmes, on a donc le désert d'Atacama dans le nord, avec des conditions uniques au monde, vraiment d'ensoleillement. Principalement, en gros, il n'y a pas de nuages, mais il y a aussi des températures qui sont relativement basses en comparaison avec la radiation. Donc, ça, ce sont deux facteurs très importants pour en fait avoir potentiellement l'énergie solaire la moins chère du monde, hein, concrètement, dans le désert d'Atacama. Et dans le sud, on a la Patagonie avec des vents onshore, mais qui sont d'une force et d'une constance offshore, on va dire. Donc ça permet au Chili de pouvoir produire de l'hydrogène vert à très bas coût. Ça, c'est l'objectif affiché des autorités chiliennes, hein, de produire l'hydrogène le moins cher du monde. Et ce qui est important aussi, c'est que grâce à sa géographie, au Chili, ou que vous soyez au Chili, vous serez toujours à moins d'1 heure de l'océan Pacifique. Et ça, c'est très, très important pour pouvoir exporter facilement l'hydrogène qui est produit sur le territoire. Et à cela s'ajoute une infrastructure assez solide de réseaux électriques, de gazoducs pour éventuellement transporter l'hydrogène, et aussi une infrastructure portuaire existante. Donc, le Chili a toutes les ressources et la géographie et les infrastructures pour devenir un champion de l'hydrogène vert, et le gouvernement vraiment a une très très forte volonté qui se traduit par des financements, hein, bien sûr. Mais ça, c'est quand même du long terme, c'est-à-dire exporter massivement de l'hydrogène depuis le Chili vers le Japon ou l'Allemagne, c'est plutôt vers 2030. Donc avant ça, avant d'exporter massivement, il faut d'abord construire une économie locale. Et pour ça, le Chili compte sur l'industrie minière, notamment dans le nord du pays, hein, puisque, comme je disais en introduction, l'industrie minière, notamment du cuivre, hein, principalement au Chili, et un peu du lithium, elle doit se décarboner, et donc c'est elle qui doit générer la demande locale pour pouvoir donner cette impulsion à l'économie de l'hydrogène vert au Chili. Donc d'abord consolider le marché en interne, ça c'est la priorité de la décennie la décennie qui vient pour le Chili. Et ensuite, une fois que le marché interne est consolidé, on peut exporter massivement. Et bien sûr, comme je disais aussi en introduction, pour produire massivement de l'hydrogène vert, il faut des technologies, il faut des services. Et donc là, il y a une opportunité importante pour les entreprises françaises, puisque la France se place aussi il y a un grand plan d'hydrogène, hein, 7 milliards pour le plan de relance. Et la France se place sur les technologies aussi, avec des industriels comme Air Liquide qui manipulent la molécule depuis très très longtemps, hein, mais aussi sur les électrolyseurs, sur les fuel cells, les piles à combustible. Donc en France, on a un tissu industriel et on essaye de le valoriser pour pouvoir fabriquer des technologies qui vont pouvoir être, on espère, exportées en Amérique latine. Donc c'est ça aussi l'enjeu pour les entreprises françaises. Le Chili, en tant que grand producteur d'hydrogène, va forcément être un grand consommateur d'électrolyseurs et d'autres technologies. Et donc c'est un marché qui est très, très important pour les entreprises françaises. Peut-être simplement terminer sur la différence de contexte au Chili entre la coopération française et la coopération allemande. La coopération allemande est très en avance par rapport à nous sur ce sujet, hein. Ça fait à peu près presque 10 ans maintenant qu'ils conseillent le ministère de l'Énergie sur cette thématique. Et ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Et donc l'Allemagne ne peut pas produire son hydrogène vert sans nucléaire. Alors qu'en France, on conserve le nucléaire dans notre mix énergétique. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est décidé. Et donc, cette énergie nucléaire est considérée comme potentiellement va être utilisée, hein, pour générer de l'hydrogène décarboné. Donc, est-ce qu'on appelle ça l'hydrogène vert ou jaune? Ça, c'est des grands débats, mais en tout cas, c'est de l'hydrogène qui est décarboné. Et donc, la France n'a pas de besoin, pour l'instant, n'aura pas de besoin d'importation d'hydrogène. Et c'est là la grande différence,
c'est que l'Allemagne et les producteurs allemands qui arrivent en Amérique latine, ils peuvent annoncer un espèce de trade-off aux Chiliens ou aux Latino-Américains en disant « Je te vends ma technologie pour produire l'hydrogène, mais derrière, je t'achète l'hydrogène. » Nous, malheureusement, on n'a pas ce levier commercial. Par contre, on a des enjeux importants sur nos technologies. Et donc là, j'appelle l'AFD et le gouvernement français à se mobiliser sur les pays comme le Chili pour pouvoir accompagner les entreprises françaises. Pour l'instant, il y a, sur le plan français de l'hydrogène, la stratégie française de l'hydrogène, il n'y a pas encore de volet international. Nous, on espère fortement, on sait que c'est en cours de réflexion du côté du gouvernement français, on espère qu'il y aura un appui politique important de la France pour pouvoir essayer de se faire une place et surtout pousser les projets français au Chili et en Amérique latine avec, on espère, des cofinancements. Parfait, c'est très clair, Robin. Merci infiniment. Nous cédons donc la parole maintenant à Martine pour l'aspect plus industriel de l'hydrogène. Merci, Mario. Comme a été mentionné, la région a des conditions privilégiées pour la production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Donc, il faut la produire à partir de la technologie d'électrolyse, mais aussi il faut ensuite les conditionnements, la compression, la liquéfaction dans certains cas, le stockage, le transport, la livraison, en toute sécurité et en restant compétitif. Donc, il faut avoir une expertise, un savoir-faire. Vous savez qu'Air Liquide, notre société, produit hydrogène depuis 40 ans à partir des méthanes. Donc, on est des spécialistes en la matière. Nous avons déjà démarré les plus grands électrolyseurs PEM du monde, installés à Bécancour, au Canada. Donc, juste pour dire que cette connaissance, cette expérience, on peut l'utiliser dans la région qui est preneur. Au Chili, l'hydrogène vert peut être utilisé soit pour la production des green ammonia, bien cité par Robin, green méthanol dans les nord, et même dans les sud, les green méthanol, et pour tous les nouveaux marchés de la mobilité. Il ne faut pas oublier les transports. Ça veut dire taxi, voiture, camion, bus, même chariot, même les trains au nord pour la minerie, pour la minière. Donc, vous savez bien qu'il y a des stations de service hydrogène dans plusieurs pays du monde où Air Liquide a participé, Europe, États-Unis, Japon. Donc, on a la technologie. On a la technologie. C'est une réalité qui peut se répliquer au Chili. Donc, l'industrie minière chilienne, vous savez qu'il est la plus grande du monde, et ce type d'initiatives, des études sont en phase de développement, surtout pour les camions lourds à hydrogène vert. Donc, comme Robin a bien cité, la nécessité de décarbonisation dans l'industrie minière impulse beaucoup ce type d'applications. Donc, et je mentionnais plutôt les marchés internes, mais le gros potentiel est dans l'exportation. Et les études de McKinsey ou de certains consultants indiquent, même Roland l'a mentionné, que Chili aura ou peut avoir les coûts d'hydrogène vers les moins chers du monde. Donc, le gouvernement est très impliqué sur ces sujets-là. Donc, avec l'abondance et la capacité installée ou to be installed, et il permettrait d'exporter à l'Asie ou même à l'Europe. L'Asie pour l'Atlantique et l'Europe l'Asie pour le Pacifique, pardon, et l'Europe pour l'Atlantique, depuis le Sud. Donc, on sait bien que l'Allemagne et le Japon, ils seront short en matière d'hydrogène vert. Donc, ils seront preneurs. Donc, finalement, Chili peut devenir un des plus grands acteurs mondiaux d'hydrogène vert, comme il est déjà à Chili sur d'autres domaines clés, qui est les cuivres, le lithium, même les saumons dans le sud. Pourquoi pas penser au Chili et devenir un des premiers acteurs du monde en matière d'hydrogène vert. Donc, juste pour finir, nous, en tant qu'Air Liquide, nous voyons un avenir très, très promisoire. Parfait.
Merci infiniment, Martine, pour ton intervention. Je pense que c'est effectivement clair. L'hydrogène, et en particulier l'hydrogène vert, sera une des énergies d'avenir sur notre continent et en particulier au Chili. Il en est certain et nous espérons que les entreprises françaises, grâce à l'appui de nos pouvoirs publics, sauront prendre leur place. Nous vous y attendons. Juste pour résumer un petit peu ces 3 quarts d'heure, on va dire, très bien respectés, félicitations aux intervenants, du sujet transition énergétique. Comme on a pu le voir, donc nous avons dans un premier temps des conditions naturelles, géographiques, maritimes, tout à fait exceptionnelles, et favorable au développement de la transition énergétique en Amérique latine. Ces avantages ou ces atouts côté environnementaux sont ajoutés aussi aux avantages de la coopération publique-privée en matière de financement qui est en train de se construire. Nous avons d'excellents exemples avec par exemple Green Yellow sur la partie privée et ses nombreuses success stories dans la région. Nous invitons Green Yellow de nouveau à venir nous aider aussi ici. Et puis sur la partie publique, bravo, l'AFD on voit est présente, l'AFD finance. N'hésitez pas à vous rapprocher également de Slim. Je pense que effectivement la coopération et la participation à la fois de financement privé et de financement public est tout à fait possible. On parlait des FASEP. Le Chili est un pays qui a bénéficié encore très récemment de FASEP sur des projets innovants de transition énergétique. Pourquoi pas demain de beaux projets FASEP encore à l'avenir sur notre continent. Nous allons œuvrer dans ce sens. Et puis pour terminer, je pense que l'hydrogène, effectivement, comme l'a mentionné Martine, a toute sa part ici dans la région. Air Liquide, mais aussi beaucoup d'autres acteurs européens sont présents. L'hydrogène, vous comprenez, c'est aussi toute une chaîne de valeur, comme on l'expliquait. Ce n'est pas simplement la production, mais c'est aussi son stockage et sa logistique et son exportation. Et là, on appelle effectivement à tous ces savoir-faire français de ne pas hésiter à nous contacter Martine, contacter Robin, la Colombie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, au travers de nos chambres, pour vous aider et vous accompagner dans votre stratégie de transition énergétique à l'export. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je cède la parole je remercie infiniment tous les intervenants. C'était une instance excellente. On aura le replay sur lequel on pourra communiquer. Je laisse la parole à Bénédicte si tu veux conclure également de ton côté pour la Colombie. Merci infiniment depuis le Chili de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tous, merci à toutes également. On avait 2 petites questions, donc il m'en reste plus qu'une seule. Visiblement, on a bien répondu à une, qui effectivement, et ça c'est, je crois, Martine qui avait évoqué un petit peu le sujet. Est-ce que vous croyez donc que dans nos pays, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine, on pourrait faire cette transition énergétique dans les transports sans augmenter l'empreinte de carbone indirectement? Ça fait référence un petit peu au cas de l'usage en fait des véhicules hybrides, notamment en Argentine, pour baisser un petit peu cette empreinte carbone. Aujourd'hui, effectivement, comment vous voyez cette transition énergétique appliquée dans les transports? Donc, il nous reste exactement 1 minute. Je ne sais pas qui de vous souhaitez prendre la parole pour répondre à l'un de nos participants. Juste pour finir, avant de vous laisser la parole, sachez que le réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger est à votre entière disposition. On sera ravis d'échanger avec vous, de vous conseiller, de vous accompagner sur vos questions et bien sûr sur le développement de vos futurs projets. Merci. Je laisse la parole, je ne sais pas, Rodolphe. Voilà, vous voulez répondre? Bon, basiquement, sur la question en fait, qui a été posée, je dirais en fait, je ne sais pas, moi je ne peux pas répondre sur l'ensemble en fait, donc, de la question, mais sur la question en fait, donc, ce qui sera en fait, l'utilisation des véhicules hybrides en fait, donc, sur le continent, il est clair que les pays en fait, qui ont en fait, une des réserves hydrologiques naturellement avec une forte concentration urbaine ont, selon moi, en fait, un potentiel énorme en fait, pour avoir des véhicules effectivement, en fait, qui sont hybrides. Et ça, c'est très clair.
Surtout que, enfin, je vois un pays comme la Colombie où 70% en fait donc des réserves en fait sont hydrologiques, enfin sont donc en général c'est quelque chose qui favorise très très bien en fait ce type effectivement de développement. Donc c'est vrai qu'il y a une grande possibilité en fait en ce sens, notamment sur les transports publics aussi. Il y a pas encore une très bonne coordination en fait de mon point de vue aussi en fait entre justement les grands opérateurs en fait qui sont hydro en fait et justement après ceux qui développent en fait ce genre de solutions. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a effectivement en termes de mobilité une grande possibilité en fait de développement. Alors, il y avait aussi une autre question, pardon, c'est simplement parce qu'elle figurait pas là, mais Oui. sur le développement en fait solaire d'un monsieur en fait donc Boer donc en Argentine. Et là-dessus en fait oui, enfin clairement en fait, simplement pour répondre très rapidement, il y a aussi un développement en fait énorme donc sur l'ensemble des pays en fait en termes de développement solaire. Je ne sais pas exactement sur l'Argentine. Je sais que je ne sais plus qui en fait des intervenants aussi pouvaient en fait compléter, mais sur la Colombie par exemple, simplement pour vous dire qu'il y a 3 jours seulement, le gouvernement vient de confirmer l'obligation sur les entreprises de commercialisation d'énergie d'intégrer 10% de leur vente d'énergie en énergie renouvelable. Et seulement en éolien, enfin en solaire. C'est énorme considérant en fait que, et ça c'est à partir de 2023. À l'heure actuelle, en Colombie, nous sommes à 0,5% d'énergie éolienne et solaire. Ça veut dire que le développement en fait en 2 ans doit être phénoménal pour arriver à ça. Dans le cas contraire, les entreprises de commercialisation vont devoir payer en fait des amendes si elles n'ont pas en fait intégré en fait donc effectivement des énergies renouvelables en fait dans leur mix énergétique en termes de commercialisation. Ça, c'est une révolution parce que très clairement, l'impact que ça va avoir en termes de dynamisme sur un pays est gigantesque. Si on arrive à avoir des décisions similaires sur le reste des pays, et certains en fait l'ont déjà fait, on va avoir en fait un boom énorme. Et donc, c'est la même chose aussi sur la question de la mobilité, en fait, dont on parlait avant, sur l'hydrogène. Tous ces sujets en fait sont extrêmement liés. Et donc, à mon avis, on est effectivement en fait juste avant une petite révolution et une accélération énorme en fait donc des nouveaux projets sur tous les domaines qui sont liés aux renouvelables. Merci infiniment. Je pense qu'en plus, c'est une très bonne conclusion. Merci, Rodolphe. Le temps nous est… ça y est, la session est terminée. On reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez contacter nos intervenants. Il y aura un replay qui sera disponible, qui vous sera communiqué ultérieurement et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, encore merci infiniment à tous. Merci d'avoir été nombreux. Et on espère avoir l'occasion d'échanger à nouveau très prochainement. Merci.